Merci d'être là. Donc, une personne qui est pas très loin de Rennes. Donc, ça fait chaud au cœur de t'accueillir aujourd'hui. Nous allons parler de ton propre chemin d'auto-guérison. Je sais que pas mal de personnes sont très intéressées par cette thématique. Tu es conférencière, auteur. Donc, tu es l'auteur de l'ouvrage Grave la pêche, préfacé par Monsieur Philippe. Donc Philippe Gabillet, tout à fait. Tu es également coach, chroniqueuse radio et déléguée, notamment déléguée Bretagne de la Ligue des optimistes de France, membre de l'UE 35 de Happy Braze, est un parcours vraiment rempli de positivité. Tu réussis vraiment à t'adapter à toute situation et toute cette compétence-là, tu la transfères également auprès de toutes les personnes que tu accompagnes. D'ailleurs, tu accompagnes pas mal de chefs d'entreprise et surtout, donc tu as travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, et notamment donc le milieu artistique aussi. Ça, j'ai bien aimé. Je dis waouh, elle a travaillé dans le milieu artistique parce que je me sens artiste dans l'âme. La mode et également l'industrie lourde. Donc, tu aides vraiment les personnes à acquérir un juste langage avec eux-mêmes et avec les autres. Et c'est vraiment formidable. Merci beaucoup de me partager ce que tu as vécu. Tu m'as partagé récemment que tu as vécu quelque chose vraiment terrible, point de vue santé, il y a quelques mois de cela. Et à tel point que tu ne pouvais même plus te mettre debout et marcher. Ça a été terrible. Du jour au lendemain, tu es atteint de cette maladie-là dont tu soupçonnais absolument pas l'existence, alors que tu es une femme très active dans le milieu professionnel. Tu n'arrêtes pas, tu voyages partout dans le monde, et d'un seul coup, la maladie t'arrête. Mais tu ne t'es pas laissé faire. Tu es guerrière dans l'âme. Et tu vas nous partager comment tu t'en es sortie, parce que là, voilà, on te voit tout sourire, tu gambades. Comment tu as fait? Donc, je te laisse la parole. Bon, bonjour à tous, merci Hermina. C'est la première fois que je vais parler de ça oralement. Bon, j'ai déjà écrit un petit article assez détaillé sur le sujet sur ma page LinkedIn où j'avais noté toutes les étapes. Alors je vais essayer de vous les livrer là avec le cœur en partant du jour J où tout d'un coup, alors il n'y a pas vraiment un jour J. Euh, Tout d'un coup, mais c'était un processus qui s'installait petit à petit, des douleurs chroniques que je ressentais dans mes articulations. Je pensais que c'était une entorse, je pensais que c'était l'épaule qui me faisait mal. Bon, et puis un jour, le fameux jour J, tout m'a fait mal, mais très 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 mal. À tel point je suis allée voir mon médecin généraliste, que je salue d'ailleurs, c'est le docteur Roth à Saint-Malo, c'est un médecin qui a vraiment le sens de l'à-propos. Ceci dit, bon, il était un peu désemparé quand même au début, parce que ce sont des symptômes plus ou moins étranges. Alors, il y avait deux possibilités. Soit c'était un virus, alors c'était pas encore le Covid, hein, le Covid n'est pas connu pour donner une inflammation comme ça généralisée des articulations, même si il travaille aussi, on le voit bien au fur et à mesure que la connaissance du virus arrive, il travaille aussi avec les processus inflammatoires. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager, vraiment du fond du cœur, j'aimerais, et c'est pour ça que je le fais hein, pour toi, Hermina, parce que voilà, je voulais préparer une conférence. Pour l'instant, j'ai rien préparé. C'est vraiment un. Oui, il n'y a pas besoin, tu sais, l'improvisation avec le cœur, Voilà, avec le ressenti, va être beaucoup plus fort qu'une préparation mentale. Tu l'as vécu dans ta chair. voilà. J'ai vécu ça dans ma chair. Et donc, le jour J, je suis mais complètement enflammée. On va dire que voilà, c'est une inflammation généralisée. Donc, je prends du kétoprophène, donc, qui est un premier médicament, pendant 3 4 jours. Bon, la douleur baisse un petit peu. Et puis, elle revient. Elle revient. Bon.
Je retourne voir mon médecin, il me dit, voilà, il y a peut-être un virus, et il y a peut-être, voilà, il y a des maladies, ce qu'on appelle des maladies chroniques inflammatoires. Il y en a toute une très très belle palanquée, voilà, donc les diagnostics sont difficiles à poser, hein, il faut le savoir. Et puis, les pronostics sont encore plus difficiles, parce que certaines personnes qui ont des maladies chroniques inflammatoires, que ce soit au niveau des articulations, au niveau des intestins, ou à quelque niveau que ce soit, bah, le pronostic, en fait, le médecin ne peut pas se prononcer parce que selon les personnes, selon ce qu'elles vont mettre en place, il y aura des évolutions qui vont être comme ça, et puis des évolutions qui vont être comme ça. Alors, lorsque le diagnostic est tombé, alors, il n'y avait pas encore de diagnostic. Lui, le médecin était voilà. Il m'envoie chez un rhumatologue, et là, c'est là que le diagnostic tombe, donc à 80% de chance, une polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie chronique inflammatoire. Et là, comme le kétoprophène ne suffisait plus, j'avais à l'époque 2 conférences importantes, heureusement qui n'étaient pas trop loin, je devais en faire une du côté de Marseille. Bon, heureusement, elle a été reportée à octobre. Je trouve que tu as été vraiment courageuse, quoi, parce que malgré la maladie, malgré la douleur, tu as décidé de respecter tes engagements professionnels. Oui, alors bon, voilà, c'était des engagements professionnels qui étaient dans le milieu associatif. Donc j'ai quand même voulu les honorer. C'était pour 360 possibles à Rennes. D'abord, bon, c'est un bel événement. Hein. Je voulais pas le manquer. Voilà, il y avait aussi le côté intérêt personnel. Et puis effectivement, moi, je suis une fille d'engagement, je suis une fille de loyauté dans le temps. Voilà, bon, bref. Du coup, j'y vais, mais à ce moment-là, donc la rhumato me dit le kétoprophène. D'abord, on peut pas renouveler, hein, on peut pas renouveler sur plusieurs semaines. Donc cortisone, cortensil, 20 mg. Là, ça c'est lourd, quoi. Hein. Et là, je savais pas du tout à l'époque dans quel processus je rentrais, parce que la cortisone, j'en avais quasiment jamais pris, sauf à des toutes petites doses, mais là, 20 mg, mais je me rendais pas compte. Et à l'époque, je me suis dit, bon, je vais prendre ça quelques jours, mais en fait, je me suis aperçue que la cortisone, quand on rentrait sur ces doses-là, et qu'on les gardait, parce que j'étais obligée de le garder pendant 1 mois, eh bien, on ne pouvait pas en sortir comme ça du jour au lendemain. Après, il y avait une dégressivité, et il m'a fallu donc 6 mois pour sortir complètement de la cortisone. 6 mois de cortisone? Oui, toutes les personnes qui prennent de la cortisone à ces doses-là, lorsque c'est pris sur un long temps, après si on prend de la cortisone 20 mg sur un temps court, on peut aller plus vite. Hein, parce qu'entre-temps, comme tu peux imaginer, j'ai discuté avec énormément de personnes qui ont des maladies chroniques inflammatoires. J'ai pu aussi partager ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai accueilli. Je n'ai pas lutté contre l'idée de la maladie, je l'ai accueillie. Première chose, ça me semblait important. Bon, j'ai une de mes grandes amies qui s'appelle Samia Amri, qui est sophrologue à Rueil-Malmaison. Je fais d'ailleurs des lives avec elle les dimanches. Et on a beaucoup de monde. La dernière fois, on a eu 80 personnes qui nous ont suivis pendant 2 heures. Pendant 1 heure, pardon, parce qu'on a donné vraiment des clés, des outils que Samia utilise dans son cabinet. Samia, c'est une personne qui est chère à mon cœur, et elle m'a aidé sur le démarrage. Elle m'a dit, bon, Flo, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je lui ai dit déjà, bon, je vais accueillir, comme tu me l'as dit. Et puis, elle m'a dit, tu sais qu'il existe des méditations d'auto-guérison? Alors, comme elle savait que j'étais grande méditante, je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Alors, elle m'a fait la première. Elle m'a fait une première méditation d'auto-guérison pour que j'ai les bons mots. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je te fasse une méditation d'auto-guérison tous les jours? Je lui dis, écoute, Samia, parce qu'elle, elle m'offre son temps. Bon, je veux pas, si tu veux, abuser. Je lui dis, écoute, je vais essayer d'enregistrer ce que tu m'as dit, et avec ma voix, je te la ferai valider, tu me diras si c'est bon. Et c'était bon. Voilà, le lendemain, je me suis enregistré une méditation d'auto-guérison avec ma voix, et pendant 6 mois, tous les jours, presque tous les jours,
Et voilà, j'ai fait cette méditation d'auto-guérison qui dure à peu près 20 minutes et qui se focalise sur... alors, il y a des points clés. On parle positivement à son corps, on parle positivement à son organisme. On se focalise sur les endroits un peu douloureux. Hein. Bon, avec la cortisone, ça avait beaucoup baissé, mais il y avait encore de la raideur le matin. Donc, je souriais à mes articulations, j'imaginais des petites cellules souches qui venaient régénérer les cartilages. Ben voilà, c'était une véritable aventure avec mon corps. Et ça me plaisait tellement que finalement, c'est rentré dans mes rituels quotidiens. J'ai plus fait que ça, parce que bon, tu sais aussi bien que moi, comme tu es coach, on peut pas être focalisé sur 36 000 objectifs. Oui. En avoir un, c'est mieux. On peut des fois en faire deux, s'il y en a un qui est pas trop important, mais il faut se focaliser toute son attention. Donc j'ai focalisé mon attention sur l'auto-guérison pendant 6 mois. Donc c'était une phase de convalescence. Alors, j'ai aussi accepté pendant 2 mois de ne pas sortir de chez moi. Donc je me suis préparée quelque part au confinement. J'ai fait un pré-confinement du confinement l'été dernier et je ne suis pas sortie de chez moi. Et là, je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai cherché polyarthrite rhumatoïde. Je suis tombée sur une Canadienne qui disait qu'elle s'était sortie de ses symptômes. Voilà, elle-même affirmait qu'elle s'était complètement guérie de la maladie. Après, moi, j'ai discuté avec le médecin m'a dit, sur ces maladies chroniques-là, on ne connaît pas de guérison complète. Par contre, on observe une disparition des symptômes dans certains cas. Et donc, j'ai voulu mentaliser que les symptômes, pour moi, allaient être très, très légers. Donc, je l'ai visualisé tout de suite, mais après, il ne suffit pas de visualiser. Hein, c'est pas uniquement se voir en bonne santé, il a fallu changer beaucoup de choses. Et j'ai écouté plein de vidéos. Et alors, j'ai vu qu'il fallait travailler, bien sûr, déjà sur les fondamentaux. L'alimentation, la respiration, bon, ça, je le faisais déjà puisque j'étais méditante. Mais l'alimentation, non, j'avais jamais travaillé vraiment sérieusement. Alors, pas une alimentation... en fait, c'était une alimentation très spécifique qu'il fallait trouver, ce qu'on appelle l'alimentation hypotoxique. Parce que quand j'écoutais les vidéos YouTube de la Canadienne, qui s'appelle Madame Lagacé, je crois, elle disait qu'elle avait suivi le régime du docteur Seignalé. Alors, j'en ai discuté avec pas mal de nutritionnistes, il y a les pour, il y a les contre. Tu sais, c'est toujours pareil. S'auto-guérir, ce que je dis aujourd'hui, c'est plus un message, ce que je veux envoyer, c'est plus un message d'espoir. Et ce que j'ai appliqué pour moi n'est pas forcément valable pour vous. Hein. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut avoir une attitude de chercheur. Et ce que m'a appris cet événement, moi j'appelle pas ça maladie, même si ça en a quand même, mais si c'en est une. Et cet événement, ça m'a appris à me reconnecter davantage à mon corps, à mes émotions, à mes ressentis. Et aujourd'hui, je suis sortie de tous ces symptômes-là, complètement sortie, puisqu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de cortisone depuis 3 mois déjà. Waouh, bravo. Plus du tout. Par contre, je sens que mon comportement, et notamment le comportement alimentaire, est important. Alors, je savais, des nutritionnistes m'avaient dit, oui, dans le régime hypotoxique, donc qui limite les inflammations, il y a 2 produits phares qui sont quand même identifiés, tu les connais, on en a beaucoup entendu parler, c'est les produits laitiers, lait de vache, et les produits à base de gluten, donc les farines blanches, les pains blancs, tout ça. Et donc, pendant l'été dernier, j'avais complètement supprimé les farines blanches et les produits laitiers, mais complètement. Et j'avais introduit... J'ai une question à te poser, parce que moi j'ai entendu parler aussi de tout ce qui est viande rouge, donc la viande est également à proscrire, et l'alcool aussi. Alors, l'alcool, ça n'a pas été compliqué, parce que ça, j'en prenais quasiment pas. Et la viande rouge, comme beaucoup de personnes, maintenant, je suis sur 1 fois par semaine. D'accord. Poisson, viande blanche et céréales et protéines d'origine végétale, de plus en plus. Je ne suis pas encore allée vers le régime végétarien complètement, parce que j'aime quand même bien la viande et les œufs, tout ça, mais je reconnais que, voilà.
Donc, en compte, l'alimentation a énormément joué dans ton auto-guérison. Oui, ça a beaucoup joué et je vais te le démontrer par la preuve du contraire, ce qu'on appelle la preuve du contraire, tu vas voir. Donc en fait, l'été dernier, je supprime donc les produits laitiers, le gluten, et j'introduis des jus verts avec du céleri tous les jours. J'alternais un peu avec les jus de pastèque parce que c'était l'été, ou des jus de pommes. Bon. Tous les jours, je me suis acheté un extracteur de jus, voilà, j'ai introduit ça. Bon, j'avais vu certains youtubeurs qui parlaient de ça. Je leur accordais pas forcément un énorme crédit pour ceux qui parlent de ça. Mais bon, ceci dit, je suis allée quand même chercher dans un état d'esprit ouvert. À un moment donné, je me suis même intéressée à la crusine. La crusine, donc Le cru, c'est Nelly Grosjean qui parle de ça. Bon, je trouvais que c'était un peu extrême pour moi par rapport à ma vie en famille. Bon, mais pendant 2 mois, j'étais d'une rigueur absolue en ce qui concerne la suppression du gluten, des laitages. J'étais vraiment très très rigoureuse. Moi qui ne suis pas quelqu'un d'hyper rigoureux sur le plan alimentaire, historiquement, on va dire, là, j'avais pas le choix. Et donc, en septembre, bon, j'avais encore la cortisone, mais je la baissais peut-être un peu plus vite que prévu. Et la rhumatologue était presque surprise de cette rapidité. Mais elle suivait, elle accompagnait, parce que je lui expliquais que je faisais beaucoup de choses, beaucoup de changements. J'avais repris le yoga, dès que les douleurs ont disparu, j'ai aussi repris le yoga. Et voilà, donc le temps est passé. Je suis arrivée à la fin de l'année avec donc ce changement d'hygiène de vie. Mais je me suis dit quand même, en réfléchissant, ce genre de choses n'arrive pas par hasard. Il y a peut-être un travail que tu n'avais jamais fait, qui est un travail de libération émotionnelle. Parce que je me suis dit, et en discutant en lisant des livres, mais aussi en discutant avec des professionnels de santé qui sont sensibilisés à ce genre de choses, vous savez, la maladie, c'est le mal à dit. C'est-à-dire, ça vous dit quelque chose dans votre corps. Et voilà. Alors j'ai fait une séance, j'ai cherché les méthodes de libération émotionnelle. Il y en a beaucoup qui viennent du Canada d'ailleurs. Marie-Lise Labonté. Mon amie Samia me proposait, tu vois, de... Ah oui, donc avec sa méthode de libération des cuirasses, la méthode MLC. D'ailleurs, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps donc une Canadienne, Nathalie Picard, qui nous a donné un atelier de découverte de la MLC. C'était très, très intéressant, très décontractant à la fin. Elle lance d'ailleurs des web ateliers à partir de samedi, justement, liés à cette libération émotionnelle, libération des cuirasses. Et c'est assez puissant parce que au bout d'une journée de travail, tu fais ça pendant 40 minutes, 1 heure, mais toutes tes tensions sont parties. Tu as la première couche, on appelle ça une cuirasse, la première cuirasse qui est extérieure qui part. Ouais. C'est très, très puissant, effectivement. Je pense vraiment que c'est très puissant. Et mon amie Samia, qui teste absolument tout, l'avait testé aussi parce que bon, on a tous des blessures. Hein, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas des choses à soigner. Et c'est justement toute cette question de développement personnel qui fait que peu à peu, on se libère, on devient mieux, tout simplement. Et comme je savais qu'elle l'avait testé, bon, je m'y suis intéressée de près. Mais j'ai pas trouvé, ça résonnait pas. Voilà, ça résonnait pas spécialement. J'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé d'autres méthodes. J'ai mis plusieurs mois. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a parlé. Ça s'appelle Festen. C'est la méthode Festen d'André Charbonnier. Elle est très difficile à mettre en place parce que elle va consister à véritablement essayer de trouver les blessures liées à l'enfance qu'on va pouvoir libérer. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Waouh. La méthode Festen s'écrit comment? F-E-S-T-E-N. Tout simplement, d'accord. Ok, donc c'est là-dessus que tu as creusé vraiment pour toi et ça t'a libéré?
Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a plu autant, mais alors, ce qui m'a plu, bon, je le sais aussi un peu, c'est parce qu'en fait, André Charbonnier propose des ateliers, mais a aussi écrit un livre où il livre sa méthode. Et je me suis dit, je vais l'étudier. Tu sais, j'adore étudier, j'adore voilà, apprendre. Ça se ressent parce que tu n'es pas chercheuse si tu n'as pas cette curiosité d'apprentissage. Quand on est chercheuse, forcément, on aime apprendre. Voilà. Donc j'ai lu le livre, ça m'a pris un peu de temps, tu vois, quelques semaines, parce que je voulais quand même, je l'ai lu une première fois en diagonale, après je l'ai lu en décortiquant bien les processus, et puis je me suis dit, bah voilà. Alors ce qui n'est pas facile dans la méthode, c'est il faut se livrer face à un public. Alors je me suis dit, à qui vais-je demander? C'est très très difficile. Hein. Mais oui, surtout quand c'est lié à une problématique d'enfance, c'est très intime. Si en plus de ça c'est très douloureux, c'est pas évident. Et là, il faut que tu aies en face de toi une personne avec qui tu peux te livrer, limite à soit rire complètement avec un fou rire, soit pleurer. Voilà, tu redeviens une petite enfant, non? Ouais, c'est ça, tu redeviens un peu un petit enfant, tu connectes ton enfant intérieur. Absolument, c'est ça le truc. Et en fait, alors en plus, il faut que tu trouves trois personnes. Trois personnes. Et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Alors, le plus difficile, ça a été de trouver l'homme, mais j'en ai trouvé un qui est extrêmement bienveillant. Et j'ai trouvé deux femmes en lesquelles j'avais vraiment voilà, une grande confiance. Et la séance a été très, très, très difficile. La séance a été très difficile parce que bah, dès les premières secondes, tu es en pleurs, tu es. Voilà, c'est une libération. Bon, voilà, elle s'est faite. Et puis. Non, c'est très très intéressant, mais la séance, c'est toi qui l'as menée du coup. Oui, c'est moi qui l'ai menée. Ouais, c'est moi qui l'ai menée. Ouais, bravo, bravo, bravo. Donc, le livre l'autorisait. Le livre l'autorisait. Il disait, voilà, vous pouvez le faire, bon, à condition d'avoir une petite expérience, voilà, dans tout ce qui est changement comportemental quelque part et travail. Voilà, ben, comme j'avais déjà travaillé sur pas mal d'autres modifications comportementales, voilà, je me suis sentie à l'aise pour le faire. Alors, ça n'a pas été facile de trouver la date pour réunir les trois personnes. Finalement, ça a été ça le plus compliqué. Après, le jour J, ça a été très difficile. D'ailleurs, à la fin de la méthode, il est demandé à la personne qui se livre de sortir, de ne plus dire un mot. Personne ne commente. Ils avaient tous les larmes aux yeux, hein, je peux te dire, ils avaient tous les larmes aux yeux. En quoi consiste la méthode? C'est-à-dire que toi, tu te lis, ils posent des questions, ils prennent un rôle. Ils ne parlent pas. Ils regardent, ils écoutent. Et puis à un moment donné, bah, tu fermes ton livre et puis tu t'en vas parce que tu as besoin d'un temps de 20 minutes pour revenir à installer. Pourquoi tu fermes? Je ne savais même pas que tu avais ouvert ton livre. Bah, en fait, ce que je l'avais préparé, si tu veux, j'ai lu. J'ai lu ce que j'avais écrit, ça faisait 4-5 pages, et c'était cette connexion à l'enfant intérieur avec bah, voilà, des épisodes de vie que j'avais ressentis comme traumatisants, mais qui étaient parfois, j'en ai parlé ensuite avec Samia, ça peut être des petits épisodes de vie qui sont peut-être pas, tu vois, pour d'autres personnes ne vont pas être traumatisants, mais si toi tu l'as ressenti comme quelque chose de traumatisant, eh bien, tu as le droit de le dire. Et donc là, en fin de compte, c'est une libération émotionnelle par la parole avec un public aussi bien féminin que masculin. Est-ce que c'est pour donner une indication à l'inconscient que voilà, c'est libéré pour n'importe quel genre? C'est ça? C'est ça, mais c'est exactement ça, Hermina. Tu libères ton inconscient. Tu libères ton inconscient Alors, sur le coup, tu ressens rien, tu vois. Enfin, si, t'as pleuré, t'es pas bien, donc t'as besoin de 20 minutes pour sortir, et voilà. Après, tu retrouves bah, ton public, hein, voilà. Ouais, je suis allée les embrasser, je les ai remerciés. Oui, donc quand tu dis que tu ne ressens rien, c'est par rapport au résultat tout de suite. Oui, voilà, tu ressens aucun résultat. Des conséquences, oui. Tu ressens pas de résultat. Non, sur le coup, tu te dis, bon, voilà, je l'ai fait, et alors, bon. Mais simplement, après, quand tu fais le bilan, que tes symptômes ont complètement disparu, et que bah, tu es bien, voilà, que tu arrêtes la cortisone, et que rien ne se remanifeste. Que la rhumato m'avait dit, bon,
voilà, j'ai 90% des gens qui, après l'arrêt de la cortisone, reviennent me voir parce qu'il y a de nouveau une crise puisque c'est une maladie auto-immune. Donc c'est le système immunitaire qui s'emballe, ils ont de nouveau une crise, ils reviennent, et là on les met sous un traitement, il y a des piqûres à faire, et après c'est à vie. C'est à vie parce que c'est quelque Ah ouais, donc tu es consciente que ça peut revenir, mais du coup, tu as réussi à trouver des outils vraiment pour t'aider au travers donc de la visualisation, de la méditation, de l'alimentation, du yoga, de la méthode Festen s'il y a besoin, parce qu'à mon avis, voilà, la libération émotionnelle est importante, mais à long terme aussi, c'est pas qu'une fois, je suppose. Absolument, absolument, c'est pas qu'une fois. Et alors, pour te faire tout à l'heure, je t'ai promis de te faire la preuve par le contraire que l'alimentation, c'était vraiment la clé. Pendant le confinement, j'ai pas été aussi maître des courses puisque bah, moi je suis pas trop sortie, donc c'est mon mari qui a fait les courses et il me prenait pas du pain à l'époque. J'avais l'habitude de consommer depuis 6 mois. Et donc je me suis un peu laissée aller, j'ai repris du pain blanc et là, la démonstration s'est faite. Parce qu'à un moment donné, alors là, je suis hyper sensible à ça. J'avais les mains qui... Tu sais, tu m'as fait faire des exercices la dernière fois. Voilà. Ah, alors ça t'a aidé? Bah, en fait, j'ai arrêté le pain blanc. Les exercices que tu m'as donnés m'ont aidé. Je les fais maintenant tous les jours. Wow, bravo, bravo Florence. Et est-ce que ça t'a aidé au niveau de la raideur, un peu moins raide? T'as gagné en... Eh ben oui. Comme quoi, la gymnastique physique, mentale. Wow. Mais c'est ça qui est génial chez toi, c'est que tu mets en pratique tout de suite la théorie. C'est pas, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Ça rentre dans l'oreille mais ça sort dans la matière. Voilà, je procrastine pas. Après, je te dis pas que je garde tous les rituels. Voilà. Alors, on va parler du rituel que je fais tout à l'heure. Ça sera dans une deuxième partie. Mon rituel quotidien depuis le début du confinement. Euh, mais voilà. Donc c'est vrai que l'alimentation, pour revenir sur la question de l'alimentation hypotoxique, elle est dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques, mais fondamentale. Euh, je fais partie d'une chorale gospel et j'ai rencontré une dame qui a une polyarthrite rhumatoïde, on a discuté et elle m'a dit moi j'ai pas le courage d'avoir ces contraintes alimentaires. Oui, mais bon, la contrepartie c'est que du coup on est obligé de prendre de la cortisone. C'est un vrai parcours du combattant, un peu ça. C'est un vrai parcours du combattant. Euh, je pense que vraiment l'alimentation est une des clés importantes, mais elle se combine aussi avec une pratique régulière d'assouplissement. Hein, il faut surtout lutter contre la raideur. Je pense que la libération émotionnelle a fait son chemin aussi. Je crois que maintenant je peux le dire. Ouais, donc c'est vraiment relier le cœur et l'esprit et le mental. Tout est relié, donc ce sont plusieurs corps. Hein. On parle bien du corps émotionnel, du corps physique, du corps spirituel, corps psychique. Et toi, tu as pris en charge, et c'est ça que je trouve génial, tu as compris ça, et tu as pris en charge la guérison de tous ces corps, vraiment un par un, avec aussi, moi je dois le préciser, ton attitude positive. Tu n'es pas représentant de la Ligue des optimistes pour rien. Et là, je m'en suis rendu compte même maintenant, quand tu parles, tu utilises un vocabulaire positif. Tu ne vas pas parler de maladie, tu vas parler d'événements. Plein de choses comme ça, c'est comment tu donnes des messages à ton inconscient par le vocabulaire pour qu'il t'aide à guérir. Et ça, c'est vraiment ta constitution. Donc, quand on dit maladie, mal a dit, toi, tu as fait que ça soit bien dit. Oui, voilà, que ça soit bien dit. C'est accueilli, c'est un événement que j'accueille dans ma vie et avec lequel je vis. Voilà, c'est tout. Et alors après, j'ai fait une rencontre magnifique, c'était en décembre. Robert Dilts. Oh non. Il était de passage à Paris. Ouais.
il était de passage à Paris, il faisait une conférence pour lancer à l'école, à l'Institut Repère à Paris, il lance une formation pour les coachs de santé. Wow. Est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont présentes qui est Robert, parce qu'il est très connu, mais au cas où les personnes ne le connaîtraient pas? Ouais, alors Robert Dilts, c'est un Américain qui est un grand expert de la PNL et il a eu l'occasion d'appliquer la PNL pour sa propre maman qui était condamnée par un cancer en phase terminale. En phase terminale, elle a vécu 25 ans. Et en fait, il explique. Moi, je lui ai posé quelques questions quand il était sur scène. Il voulait pas trop le dire au début. Voilà, il disait ma maman. En fait, j'ai dit mais enfin, Monsieur Dilts, comment est-ce que vous avez fait? Donnez-nous quand même. Voilà. Il nous a expliqué que il lui avait fait changer sa vie complètement. Il avait fait changer ses habitudes. Il lui avait fait révéler des envies qu'elle avait. Elle était mère de 5 enfants. Elle s'était toujours sacrifiée pour les enfants. Il lui dit, maman, maintenant, regarde, si tu continues sur cette voie-là, tu sais où tu vas. Révèle ton potentiel. Révèle. Et donc, elle s'est mise au piano, elle s'est mise au chant. Elle a fait des choses qu'elle n'avait pas eu le temps de faire quand elle était maman. Donc c'est ça, c'est être en lien encore une fois avec son enfant intérieur, ce qu'on aimait quand on était enfant et ce qu'on a envie de faire mais on n'a jamais le temps, jouer d'un instrument, dessiner, danser, c'est ça quoi en fin de compte. Mais oui, c'est ça, donner à son corps le plein potentiel de s'exprimer dans la joie en fait. C'est une question de joie, de trouver une joie de vivre. Une joie de vivre. Et ça, elle n'avait pas la joie de vivre, la maman de Robert Dilts. Et Ah, d'accord. Donc c'est vraiment, c'est peut-être ça la clé, c'est comment se rendre compte déjà qu'on n'a pas la joie de vivre. Quelquefois, voilà, on est comme une marionnette dans cette société actuelle, pris dans le flux de toutes les demandes qui peuvent être aussi bien du monde professionnel que associatif, comme tu as dit, ou personnel, et qu'on devient une marionnette et la joie de vivre, elle est plus là. C'est comment reprendre le contrôle sur sa vie et sur ses envies. C'est vraiment ça que j'entends là, c'est comment retrouver la joie de vivre. C'est ça. Les envies nourrissent la vie. Il faut les laisser s'exprimer à un moment donné. Et je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes qui, pendant le confinement, et je crois que ça s'est passé quand on entend quand même un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Je crois que ça s'est passé. Beaucoup de personnes se sont posées de bonnes questions. Il y a quelques jours, j'étais avec un coach à Paris qui me disait, nous, ça y est, on a compris que maintenant, avec le télétravail, on va pouvoir vivre ailleurs. On va venir s'installer en province. Il va y avoir un gros mouvement de gens qui vont venir pour avoir de la verdure, des maisons. Ça va beaucoup, beaucoup changer. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de prise de conscience. Le fait d'être confiné t'oblige à ne plus être dans le déni de la réalité et d'être confronté à ce qui nous empoisonne dans la vie. Écoute, depuis le confinement, il n'y a jamais eu autant de personnes en Chine à faire la queue pour divorcer, par exemple. Donc c'est vraiment la relation à nous-mêmes qui est pointée du doigt et la relation avec son entourage et son environnement. Et à un moment donné, quand tu es confiné pendant 2 mois, tu es complètement confronté à cette relation avec toi-même et avec les autres. Et là, tu te dis, j'en peux plus. Je dois prendre une décision, je ne veux plus de cette vie-là. C'est vrai que le confinement propose des prises de conscience incroyables. Déjà, il faut qu'on en soit, qu'on accepte, comme tu dis, qu'on accueille, qu'on accepte et qu'on prenne les bonnes décisions. Ça serait dommage de ne pas apprendre de nos erreurs. Et tout à l'heure, j'étais avec une amie conférencière qui est sur Cholet, qui m'a appelée pour prendre des nouvelles et elle me disait... finalement, nous tous, toi, elle, moi, et plein d'autres gens, on est des milliers, on est peut-être même des dizaines de milliers en France, on fait du développement personnel. Bon. Le développement personnel, c'est pas de la philosophie, on est d'accord. Hein. Je sais pas si tu as lu le livre de Juliette Funès, Développement personnel, mais le développement personnel, c'est pas de la philosophie. La philosophie n'a jamais guéri personne, la philosophie, ça fait réfléchir. Et les gens ont besoin aujourd'hui
de se connecter à leurs émotions, de trouver des petits trucs, des petits outils pour se sentir bien. Et c'est ça qui est important. Et je trouve que le confinement, en ce sens, a été une période magnifique. Et que ceux qui n'ont pas entendu qu'il fallait qu'ils fassent du développement personnel, qu'ils aillent se faire coacher, parce qu'il ne faut pas démarrer ça tout seul. Hein. Tous ceux qui n'ont pas compris ça, bah, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut quoi. Oui, oui, il faut savoir qu'il y a développement personnel et développement personnel, tu sais. Il y a pas mal de coachs enfin, ce ne sont pas des coachs. Déjà, ils n'aiment pas le mot coach. Ils préfèrent accompagnant ou mentor ou que sais-je. Ils pointent du doigt le développement personnel, vraiment. Ils pointent du doigt le développement personnel. Et maintenant, même pour le grand public, tu peux parler de développement personnel, ça va être pointé du doigt, c'est limite considéré comme péjoratif. Donc, c'est encore une question de vocabulaire, de l'image qu'on en a. Et c'est super intéressant d'avoir des témoignages comme le tien, qui dit non, mais moi, ça m'a sauvé. C'est un superbe outil d'auto-guérison. C'est comment toi, tu ne prends pas les témoignages des autres, comment toi, tu le mets en matière dans ta vie. Exactement. Et moi, j'affirme haut et fort que le développement personnel fait la différence dans des phases critiques. Voilà. Quand tout va bien, tout le monde peut être optimiste. Hein, mais quand on est vraiment ancré, aligné, qu'on a une bonne connaissance de soi, et qu'on est intègre vis-à-vis de soi-même, hein, qu'on ne se ment pas, qu'on ne se raconte pas trop d'histoires, le développement personnel, ça fait la différence. Et je l'affirme haut et fort, et le mot coach, pour moi, ça ne me fait pas du tout peur, je le dis vraiment, hein. Il ne faut pas hésiter, vous faites bien coacher sportivement, pourquoi vous ne feriez pas coacher mentalement? Oui, parce qu'en fin de compte, la terminologie de coach est acceptée dans le milieu sportif, tu vois. Mais par contre, le souci, c'est que ce n'est pas réglementé encore aujourd'hui, même s'il y a la fédération des coachs qui existe, mais n'importe qui s'invente coach, et là, tu peux avoir des dérives. Donc, moi, alors, en ce sens-là, je rejoins tout à fait. Et Julia de Funès n'était pas la première, d'ailleurs, à le dire. Moi, j'adore le philosophe André Comte-Sponville. Oui. Déjà pointé du doigt cette dérive. Bah, il faudrait que le milieu du coaching soit davantage réglementé. Mais oui, parce que tu vois là, moi j'ai vu pendant le confinement une personne de Rennes. Bon, je ne vais pas la citer, mais une personne d'un quartier populaire de Rennes, une jeune femme. Et on a fait plein de pubs. Je vais vous coacher ceci, cela. Et j'étais effarée. Je ne sais pas possible. Est-ce qu'il faut que tu vois, ce sont ces genres de, je suis désolée, hein, je le dis franchement, c'est ce genre de personnes qui dévalorisent. Mais tu sais, ça existe dans toutes les professions aussi. Hein. Même dans des professions réglementées, ça arrive peut-être moins, mais même dans des professions réglementées, tu as des bons et des mauvais architectes, tu as des bons et des mauvais avocats, tu as des bons et des mauvais médecins. C'est pareil. Hein. Sauf qu'effectivement, là, le fait que ça soit quand même, il y a un niveau, bon, ça quand même, il y a une garantie de connaissance minimale. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir faire la différence. Donc là, je vais voir s'il y a des questions quand même. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à la thématique de l'auto-guérison. Est-ce que vous avez peut-être des outils à partager? N'hésitez pas à poser des questions directement à Florence. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous. Donc, nous avons pas mal de personnes qui sont là. Frédéric en voisine. Bonjour Fred, très heureuse de te retrouver ici. Valérie Still, qui est également dans l'accompagnement, qui est thérapeute, une femme extraordinaire qui est là. Bonjour Valérie. Sephora, coucou Sephora, qui est dans le milieu de la danse. Oh là là, on a Angélique Marié, Mila Boussaïd, Annie Gentil, Magali Vol, qui est également thérapeute. Nicolas Wallard. Ouais. Et nous avons Maggie Kinda qui vient, nous dit bonjour à toutes et à tous depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Oula, bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Tu devais nous citer aussi la pratique des 5 Tibétains, Florence.
Alors voilà, on va terminer sur ça. Voilà. Alors je voulais vous partager ça parce que sur le plan énergétique, moi je suis une spécialiste de l'énergie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai écrit un livre qui est vraiment spécialisé là-dedans. Grave la pêche, c'est la problématique de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est une clé de succès dans la vie. Pas forcément une clé de succès pour l'abondance financière. Voilà, c'est l'abondance au sens général. Avoir de l'énergie, tous les leaders ont de l'énergie. Tu as de l'énergie, voilà. Tous les gens qui ont un chemin, et ils ont de l'énergie. Bon, on n'est pas mou, voilà. Donc je me suis intéressée à ça. Qu'est-ce qui vient nourrir l'énergie? Alors bien sûr, il y a l'optimisme, il y a la santé, la nutrition, les pratiques, voilà. Et donc je suis quelqu'un qui met en place régulièrement, alors je les change régulièrement, mais là je vais vous partager le rituel du confinement. Alors, le rituel du confinement, ça s'appelle les 5 Tibétains. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les moines tibétains qui pratiquent ça 21 fois. Et il y a 5 exercices. 5 exercices. Alors, premier exercice, je vais vous en parler, mais très 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 rapidement, et je vous inviterai vraiment à aller voir sur YouTube. Ouais. Ah, mais voilà. Quand tu dis 21 fois, c'est 21 fois dans le mois? Alors, c'est tous les matins. Il y a 5 exercices à faire et il faut faire 21 fois l'exercice. Ah! Donc ça fait 5 fois 21? Oui, mais ça prend pas tellement de temps parce que ça se fait assez vite. Il faut compter à peu près un quart d'heure. Voilà. Un rituel pour être efficace doit être simple. Sinon, on ne le fait pas. Ah bon, peut-être pour beaucoup de personnes, 15 minutes, voilà, ils vont me dire, quoique peut-être avec le télétravail, comme on va gagner beaucoup de temps sur les transports, eh bien, ça peut être une très bonne manière de stimuler son énergie. Alors, le premier exercice, c'est l'exercice des derviches tourneurs. Ah. Tourne sur toi-même, ça va te parler, ça, Hermine. Ah oui, 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 mais il y a une technique bien spécifique, hein, il faut, parce que sinon tu peux vraiment tomber par terre. Donc c'est vraiment, moi la technique que j'ai apprise, c'est vraiment regarder en face de soi, en face, et tourner avec l'œil fixé sur un point, la main devant soi, tu vois. Alors maintenant, je sais pas quelle technique toi tu as apprise. Alors, moi, ce que j'ai fait progressivement, parce que j'étais vraiment pas capable de faire 21 fois. Là, je suis arrivée à 21 fois au bout de 6 semaines. La première semaine, j'ai fait 3 fois. J'avais la tête qui tournait, parce qu'en plus, j'ai un problème d'oreille interne. Après, je suis passée à 6, à 9, à 12, voilà. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Après, j'ai fait des demi-semaines, parce que je me sentais de plus en plus capable de le faire. Et je l'ai fait, alors je l'ai fait les yeux fermés, moi. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que ça t'a permis de, là aujourd'hui, rien que cette technique-là du derviche tourneur, quel est le résultat sur toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je fais la posture de l'arbre en yoga sans tomber. Parce que ça renforce l'oreille interne. Tous les gens qui ont des problèmes de mal de mer, quand on se lève trop vite, on a la tête qui tourne. C'est un très très bon exercice. Il faut le faire tous les jours pour avoir des résultats. D'accord, donc ça aide justement de ne plus avoir le tournis, ne plus avoir de mal de mer. Waouh, super, très intéressant. Il suffit de regarder les enfants. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un petit gamin de 2 ans qui est passé chez moi, le petit-fils d'une amie. Il s'amusait à faire ça, il était tout content, il riait. Mais il suffit de regarder les enfants. Les enfants, ils font des trucs, voilà, simplement, ils fortifient son oreille interne. Voilà, c'est son équilibre. C'est l'équilibre. Tu vois? Alors ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est un exercice, alors ça c'est très bien parce que ça fait travailler les abdos en même temps. On est allongé à plat et on lève les jambes tout droit et on les repose 21 fois. Donc là c'est comme un exercice d'abdos. Et la seule chose qu'on fait, on bouge le cou en même temps. Voilà. On travaille sur la colonne vertébrale. C'est ça 21 fois. Et tu lèves tes épaules en même temps quand tu bouges le cou? Alors non, parce que sinon ça deviendrait des abdos. Hein. C'est vraiment le cou qui bouge uniquement. Donc la colonne vertébrale reste bien collée au sol. Le cou, tu amènes le cou vers ta poitrine quand tu lèves tes jambes. Voilà, c'est ça, c'est le mouvement. 21 fois. Alors le troisième mouvement, c'est tu vas te transformer en arc
il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence sur la zen attitude. J'ai parlé de l'arc, le kyudo, c'est l'arc japonais. Ben là, en fait, tu fais un mouvement, ta colonne vertébrale, surtout aujourd'hui où on a tendance à être comme ça un peu sur les. Oui, vers l'avant, tu veux dire, avec les écrans. Avec les écrans. Et ben là, si tu veux, tu vas être sur tes genoux, les orteils repliés. Alors ça fait un peu mal, mais bon, voilà, il faut s'y habituer. Et puis, on a les mains collées aux cuisses derrière, et on resserre ses omoplates très fort, puis on se penche en arrière comme ça. Et on le fait 21 fois. D'accord, mais il ne faut pas aller jusqu'au sol, là, tu aurais du mal à te relever, quoi. Non, pas jusqu'au sol, mais le but de l'exercice, c'est quand même de sentir que tu deviens de plus en plus souple. Tu vois, c'est comme si tu voulais faire, tu sais, les grands acrobates, les gens hyper laxes, qui arrivent à se mettre en arrière et à faire des saltos arrière. Bon, moi, j'en suis hyper loin, mais voilà. Mais tu sens que tu vas vers cette souplesse. Ouais, c'est comme le pont dans le yoga. Oui, voilà, c'est le pont dans le yoga. Exactement. Que je ne suis pas capable de faire encore, hein. Mais bon voilà, moi je fais ça, ça me redresse, ça permet de. Donc ça permet de débloquer tous les chakras. S'il y a de l'énergie qui est bloquée dans les chakras, voilà, ben ça permet de tout débloquer, ça fait une circulation énergétique. Ensuite, donc le quatrième, on s'assoit, on met les mains de part et d'autre du haut des cuisses. Et là, on va faire alors c'est aussi un exercice que les coachs sportifs proposent. On va faire la table. C'est-à-dire que on se redresse. Alors ça c'est un petit peu difficile à expliquer. Je peux pas vous le montrer là, mais on pose les pieds au sol. On est assis comme ça. On est assis. On met les deux mains de part et d'autre du haut des cuisses. Et à un moment donné, c'est comme si le nombril était soulevé en hauteur. Et tout le corps fait une table, et donc là il y a les bras, et là il y a le tibia. Et tout le corps est comme ça. On est assis, mais sans appui au niveau de l'assise. Non, voilà. Parce qu'il y a un exercice. On est un peu en suspension. Il y a un exercice comme ça, mais quand tu mets ton dos appuyé sur le mur, et tu as une position assise. Non, alors là, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que tes bras, si tu veux, vont être comme les pieds d'une table. Ton ventre va être la surface de la table, jusqu'au genou. Tu vois, ça fait une planche de tes épaules jusqu'au genou. Et après, les tibias font les pieds de la table. Mais alors du coup, t'es pas assise. Non, tu pars assis et tu termines. Et tu fais 21 fois, tu montes, tu fais la table et tu te réassois. Tu montes et tu te réassois. Alors c'est un peu difficile à faire ça. Moi je sais que quand j'ai comme j'ai quand même eu ces soucis articulaires, des fois, j'ai du mal à faire 21 fois parfois. Mais bon, je m'astine. Là, j'arrive vraiment à le faire depuis quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment pour assouplir les articulations d'épaule. Voilà, les épaules. Ça, c'est le quatrième mouvement. Et puis le cinquième mouvement, donc alors celui-là, il est très très sympa aussi à faire. C'est un mouvement de yoga. C'est ce qu'on appelle le chien dans le yoga. Donc tu pars en chien dans le yoga. Pour ceux qui ne connaissent pas le yoga, ça veut dire que les pieds, les plantes de pieds sont vraiment collées au sol et on fait un V et on a la tête qui plonge et les bras en avant et le dos est parfaitement droit. Voilà. Donc on part comme ça et puis ensuite on se termine en comment ça s'appelle dans le yoga? On termine sur une position où on relève le sphinx, tu sais, le truc où tu remontes la tête et Cobra. Le cobra, voilà, le cobra, pas le sphinx. Donc en fin de compte, on commence d'abord, donc on commence avec les mains au sol et ensuite on a les mains au sol et on ramène les pieds un peu vers soi. Mais donc on est vraiment comme ça, les pieds et les mains sont seuls.
et donc au niveau le bassin est en l'air. Et ensuite, il faut lâcher le bassin au sol. Donc on est à plat ventre, et on met les mains de chaque côté de la poitrine, on relève le buste dans cette position-là. Voilà. Généralement, il ne faut pas bouger ni les mains ni les pieds. Il faut vraiment passer du chien au cobra. Moi, au début, j'arrivais pas trop à passer du chien au cobra. Je bougeais un peu les mains. Puis à un moment donné, au fur et à mesure que la colonne vertébrale s'assouplit, on arrive à le faire. Et là, c'est vraiment une libération de tous les chakras que ça propose, quoi. C'est vraiment la colonne vertébrale qui bouge. C'est redonner de la fluidité et du mouvement dans le corps et de l'énergie. Du coup, ça aide à l'alignement énergétique. Et voilà, c'est ça, c'est une libération énergétique pour accompagner le démarrage d'une journée. Après, moi, ça m'arrive des fois le matin, voilà, je peux avoir des coachings, des rendez-vous, des choses à faire. Je ne peux pas faire mes 5 tibétains. J'essaye vraiment d'avoir qu'une journée de relâche dans la semaine parce qu'on perd vite le bénéfice. C'est comme dans toute pratique sportive. Il faut être vraiment le plus régulier possible. Et ce n'est que 15 minutes, donc on peut aussi le faire. Bon, écoute, c'est très très intéressant ce que tu nous as partagé. En tout cas, un très beau témoignage d'une guerrière optimiste. Et c'est la preuve que que tu as toutes les qualités pour affronter n'importe quel obstacle et aussi pour accompagner les personnes. Du coup, face à ce genre d'obstacle, tu l'as vécu, tu as toute ta légitimité pour en parler. Et ce qui est génial, c'est que tu as cherché des outils pour t'en sortir. Alors là, du coup, quand j'ai rencontré Robert Dills, il m'a dit qu'effectivement, ce que j'avais fait, en fait, il faut que les gens lisent s'ils veulent se renseigner. Joe Dispenza. Ah, oui, tout à fait. Joe Dispenza, oui, c'est la puissance du subconscient. Et également placebo. Enfin, il a vraiment fait le lien entre le subconscient, l'inconscient et le corps et la puissance qu'on a, la puissance de la visualisation. Parce que quand tu participes à un de ces séminaires, c'est vraiment ça qu'il travaille. La puissance de la visualisation, c'est ce que toi tu as fait avec ton corps. Visualiser les éléments douloureux pour les accueillir, leur dire oui, je suis à ton écoute. Pour qu'ils se libèrent. Donc, en général, on dit que nos émotions s'impriment et si on ne les voit pas, si on ne les exprime pas, elles s'impriment réellement à long terme. Et l'idée, c'est vraiment de les exprimer et reconnaître ces émotions qui sont à l'intérieur. En général, on dit que c'est l'enfant intérieur qui nous fait coucou. Et l'idée, c'est d'aller voir cet enfant intérieur qui peut-être logé qui se cache peut-être au niveau de l'épaule et lui dire bon, quel est le message que tu es en train de me donner? Pourquoi tu te caches à l'épaule? Allez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, donc très souvent, on lit certains messages à l'endroit du corps où on a la douleur. Ouais. Alors voilà, bon, je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai démarre là dans une demi-heure. Oui, en tout cas, voilà, voici, vous voyez le lien du site internet de Florence pour la contacter. N'hésitez pas à commander son ouvrage Grave la pêche. Et si j'ai un autre cadeau à vous faire, Hermina. Oui, parce qu'en fait, je fais un live gratuit avec mon amie Tania sur Instagram dimanche à 16h. Waouh! On a beaucoup de monde qui nous suit parce qu'en fait, on a l'actrice Sabrina Ouazani qui nous fait de la promo et donc elle a 60 000 followers, donc c'est très excellent, c'est super. Et comment on fait donc pour participer à ce live Instagram? Il suffit simplement de se connecter sur ma page Instagram et à 16h pile, Samia et moi, nous sommes en live et on donne avec notre cœur. Ta page Instagram s'appelle comment? C'est Florence Duchamp tout simplement ou Florence.duchamp.conférence. Alors je note Florence.duchamp. .conférence. Ouais.
Ce sera notre dernier live, là, parce qu'après, on a quand même beaucoup de choses à faire. Ce sera le dernier live. Et la thématique que nous avons choisie, c'est se libérer des croyances limitantes. Ça va te parler? Ah oui, Coach, oui, hein, en coaching, on le fait beaucoup, ça. oui, 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 oui. Mais en tout cas, alors, Maddy nous demande, pourriez-vous nous dire comment faire le premier exercice? Donc, elle nous l'a dit tout à l'heure. Il suffit de tourner sur soi en fermant les yeux. Vraiment tourner sur soi. Donc, regardez Dervish Tourner sur YouTube et vous verrez. L'idée, c'est de garder les pieds au-dessus d'un point. Donc, vous ne bougez pas vos pieds à droite, à gauche. Il faut essayer de rester sur le même point au niveau du sol. Vous fermez les yeux, vous êtes debout, vous essayez de tourner les yeux fermés. Alors moi, je préconise, donc ce qu'un derviche tourneur nous a appris, c'est d'avoir la main devant soi au début parce que c'est beaucoup plus facile, un point sur la main et vous regardez, vous visualisez ce point-là pendant le tour. C'est beaucoup plus difficile les yeux fermés, mais c'est super pour l'oreille interne quand on ferme les yeux. Oui. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci Florence pour toutes ces pépites d'auto-guérison, pour ton témoignage. Et n'hésitez pas à aller donc découvrir son univers sur le site qui est indiqué. Et dimanche prochain à 16h, c'est ça, sur son Instagram. Voilà, avec Samia. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.